Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelques applications des premières techniques d'IA que vous verrez pour la suite en M1 et de la manière dont on peut les programmer en Prolog. Alors, le premier exemple, c'est un programme qui s'appelait ELISA, qui est un classique des débuts de l'IA, mais qui n'utilise pas du tout de technique d'IA. C'est un programme qui est censé simuler une conversation avec un psychologue, donc on appellerait ça un chatbot actuellement. Et c'est un des premiers programmes d'IA qui a passé le test de Turing. Donc on dit qu'un programme d'IA passe le test de Turing si quelqu'un qui échange avec ce programme ne se rend pas compte, ne voit pas la différence en fait s'il est en train de parler avec un programme ou avec un être humain. Donc le chercheur qui avait développé ce programme ELISA l'avait laissé tourner en tâche de fond sur sa machine et un collègue l'avait contacté en Talk, c'était l'ancêtre du chat, et avait donc échangé avec le programme en pensant qu'il était en train de parler avec son collègue jusqu'au moment où ça l'a bien énervé parce que vous allez voir que quand même c'est pas terrible et que ça fait pas illusion longtemps et donc il s'est un peu fâché avec le collègue jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était pas au collègue qu'il avait parlé. Donc on va faire un petit programme en prologue qui reprend Elisa. Donc vous avez là un exemple de comment ça va fonctionner. Donc si on lance le programme Elisa, on a un message d'accueil. Et là, quand il y a de prompts comme ça, en fait, c'est l'utilisateur qui saisit des chaînes de caractères qui correspondent à ce qu'il a envie de dire. Donc là, c'est un psychologue, donc on dit que l'utilisateur dit je suis triste, le système lui répond depuis combien de temps êtes-vous triste, depuis le départ de mon frère, etc. Et puis de temps en temps, il sait pas. Donc vous voyez, il reprend des termes qui ont été, le programme, il reprend des termes qui ont été indiqués par l'utilisateur. Et puis de temps en temps, il répond juste quelque chose qui est difficilement exploitable. Dans ce cas-là, le programme dit juste continuer. Voilà. Et puis on voit que ça tourne vite en rond. Et puis on prévoira un mot-clé pour dire qu'on quitte le programme. Donc le principe de ce programme, c'est reconnaître une configuration de mots dans ce qui a été dit par l'utilisateur et y répondre en utilisant une configuration de phrases qui correspond à ce qu'on a trouvé. Donc on va donc définir des paires stimulus-réponse. Par exemple, s'il y a écrit je suis quelque chose, on peut répondre depuis combien de temps êtes-vous la même chose. D'accord? Donc là, les X sont des variables prologues. On peut aussi chercher des mots-clés spécifiques, puisqu'il s'agit d'une conversation avec un psychologue, et associer une réponse spécifique à ces mots-clés. Dans l'algorithme, ça va être je lis une phrase donnée par l'utilisateur. Dans l'ensemble des paires stimulus-réponse que j'ai prévues, je choisis une paire. Je regarde si la phrase peut s'apparier avec le stimulus, c'est-à-dire que dans cette paire-là, je cherche dans la phrase donnée par l'utilisateur le stimulus, et puis si c'est le cas, je vais répondre ce qui est prévu pour ce stimulus-là. Et puis je recommence, je lis la phrase de l'utilisateur et j'essaye de lui répondre de cette manière-là. Donc je vous mettrai en ligne le programme qu'on va écrire ensemble. Donc j'ai déjà prévu un certain nombre de choses, en particulier les paires stimulus-réponse. Donc comme j'avais donné comme exemple tout à l'heure, si on trouve la suite de mots je suis quelque chose dans la phrase, on peut répondre depuis combien de temps êtes-vous, et on utilise l'unification de prologue pour recopier le mot qu'il y a derrière suis. Si on trouve j'aime dans la phrase, on peut répondre quelqu'un d'autre dans votre famille aime-t-il cela. S'il y a écrit je me sens avec quelque chose derrière mais dont la valeur ne nous intéresse pas, on peut répondre ressentez-vous souvent cela. Puis on va chercher des mots importants, donc là pour l'instant j'ai mis les relations de famille,
Et puis, dans ce cas-là, on dit, pouvez-vous me parler de la relation de famille qu'on a trouvée dans la phrase. Et puis, si on ne trouve rien de spécial, on dit juste continuer. Donc, en fait, plus vous enrichissez les patterns et les mots importants, les réponses que vous associez, plus votre programme ELISA fera illusion longtemps. Donc là, j'en ai mis très peu, donc ça ne va pas faire illusion longtemps. Donc dans le programme ELISA, on lance ELISA, on écrit le message d'accueil, on passe à la ligne et on lit la première phrase avant de lancer le ELISA avec un S qu'on va écrire ensemble maintenant. Donc je vais détailler le fonctionnement du prédicat lire phrase. Donc lire phrase fait un read donc il propose à l'utilisateur le prompt qui lui permet de saisir une chaîne de caractères. Il faudra bien saisir la chaîne de caractères entre guillemets. Et ensuite, son objectif, c'est de diviser cette chaîne de caractères en listes de mots. Puisque nous, là, ce qu'on attend, ce sont des listes de mots. Donc on avait vu au cours précédent que les chaînes de caractères étaient représentées par une liste des caractères ASCII qui la compose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le caractère 32, qui représente l'espace, pour découper les mots de la phrase. Donc là, pour l'instant, si on prend la phrase « je suis triste » comme exemple, on a fait un read de phrase, et donc phrase vaut la liste des codes ASCII de « je suis triste ». Donc c'est la valeur de paramètre chaîne ici dans mon prédicat divise, et avec le append, je vais chercher à découper cette chaîne « je suis triste » en un mot et un espace suivi d'autre chose. Donc le append, vous vous rappelez, il découpe le résultat chaîne selon différentes manières, et donc il va s'arrêter, il va essayer toutes les possibilités jusqu'à trouver une configuration où il a une liste de caractères, un espace et le reste. On transforme cette liste de caractères, qui est donc la liste du caractère J et E, en quelque chose de lisible, qui est le mot L, et on le met comme premier élément de notre liste résultat, et on recommence avec le reste de la chaîne de caractères, c'est-à-dire suis triste. Donc il va trouver le deuxième espace qui est entre suis et triste, et donc le deuxième mot qui va aller ici dans la liste, récursivement, c'est le mot suis. Et si on recommence le divise avec uniquement cette clause-là, ça va échouer parce qu'il reste que triste dans la phrase, on n'a plus l'espace. Donc c'est pour ça qu'on a un deuxième cas, qui est que quand il n'y a plus d'espace, c'est le dernier mot qu'on rend lisible avec un name et qu'on met dans la liste résultat. Voilà pour notre prédicat lire phrase. J'ai aussi défini un prédicat écrire phrase qui, étant donné une liste de mots, écrit le mot, écrit un espace et écrit récursivement le reste de la phrase, et quand on a fini, on passe à la ligne. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour écrire notre prédicat ELISA. Donc ELISA prend en paramètre une phrase, qui est, on va dire que c'est une liste de mots. Et on a dit que l'algorithme, ça consiste donc à lire une phrase, ça c'est fait, choisir une paire stimulus-réponse, donc là c'est le prédicat pattern qui permet de faire ça. Donc je prends on va dire c'est une liste de possibilités, d'accord? Donc on prend le premier qui va nous donner un stimulus et une réponse. Ensuite, on regarde si on peut apparier la phrase qu'on a lue avec le stimulus. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser le prédicat sous-liste qui regarde si L1 est une sous-liste de L2. Nous, on cherche à savoir si stimulus est une sous-liste de liste de mots. Donc pour ça, on utilise à peine en disant qu'en fait, la liste L2, c'est une concaténation de L3 et quelque chose, et L3, c'est une concaténation de quelque chose avec L1. Donc en fait, la liste L2, elle s'écrit quelque chose, puis
L1, puis autre chose. Donc dans ce cas-là, L1 est bien une sous-liste de L2. Donc voilà, je regarde, est-ce que stimulus est une sous-liste de ma liste de mots. Donc par exemple, si ma phrase c'est je suis triste, on regarde est-ce que je suis X est une sous-liste de je suis triste. Et donc X va prendre la valeur triste. Si ma phrase c'est j'aime parler avec mes amis, eh ben on va regarder est-ce que j'aime c'est une sous-liste de j'aime parler avec mes amis, ça va nous dire oui. Et si on trouve le mot frère, père, mère dans la phrase, on a bien ce mot-là qui est une sous-liste de notre phrase et on va pouvoir faire une réponse. La réponse qu'on va faire, c'est celle qui est identifiée ici, qui est associée au stimulus. Donc on va utiliser le prédicat écrire phrase que j'ai défini pour dire, ben dans ce cas-là, on écrit la réponse associée. Et si dans cette réponse, il y a des variables comme ici le x, par unification, on a les bonnes valeurs pour ces variables. Et une fois qu'on a écrit la réponse associée, ben on recommence. C'est-à-dire que on va refaire un lire phrase qui, je vous rappelle, fait un read puis divise la phrase en liste de mots et on relance le programme ELISA sur cette nouvelle phrase. Il faut ensuite qu'on prévoie quand même un cas d'arrêt en disant que si on prévoit un mot-clé qu'on a fixé à l'avance, par exemple by, et ben on s'arrête. Oula. Et si c'est pas by, et ben on fait tout ça. Voilà, on va essayer notre programme. Donc, je charge le fichier IA. Alors, j'ai une erreur de syntaxe. Ligne. Ah bah oui, je n'ai pas fermé ma parenthèse. Voilà. Et je peux tester. Donc, je lance ELISA avec un Z qui n'a pas de paramètres. J'espère que vous voyez correctement. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, donc, on va refaire là ce qu'on avait fait au niveau des... Alors évidemment, si par exemple je fais une faute d'orthographe, hein, il va, comme il ne comprend pas ce qu'on dit, il va juste répéter la même chose. Donc si j'écris je suis triste, il va me dire continuer. Alors ça c'est pas normal parce que le je suis quelque chose, on l'avait identifié comme un pattern. Donc il aurait dû donc si on écrit by, est-ce qu'il sort correctement? Oui. Donc on va essayer de faire lire phrase avec notre je suis triste. Pour voir ce qu'il nous renvoie. Donc il ne trouve pas les espaces. Donc j'arrête ici pour comprendre ce qui se passe. Me voilà de retour. Donc en fait, depuis l'année dernière, il y a eu des changements dans la manière dont le read fonctionne. Donc je vous montre. Je vous avais dit quand on fait read et qu'on saisit une chaîne de caractères, la valeur de R, c'est la liste des codes ASCII de la chaîne de caractères. C'est plus le cas, maintenant c'est la version lisible de la chaîne de caractères. Donc en fait, j'ai modifié le prédicat lire phrase. Après le read, avant de rechercher les espaces, j'ai utilisé le prédicat name pour transformer cette phrase lisible je suis triste en une liste qui contient les codes ASCII. Et c'est sur cette liste de codes ASCII qu'on appelle divise.
Donc ça veut dire que maintenant, notre prédicat lire phrase devrait fonctionner correctement. Et il nous renvoie bien une liste de 3 mots, et pas comme tout à l'heure, une liste qui contient un seul mot avec des espaces dedans. Donc on peut reprendre le test du prédicat Elisa. Et donc cette fois-ci, le append identifie le je suis X comme sous-liste de je suis triste avec X égale triste. Et donc, il nous écrit la réponse prévue qui est depuis combien de temps êtes-vous triste? Et donc là, c'est ce que je vous disais, hein, il n'y a aucune compréhension de ce qui est dit, aucune vérification des mots du vocabulaire. Donc, si j'écris triste au lieu de triste, eh ben, il me répond de la même manière. Donc, on peut après tester les différents patterns. J'avais dit depuis que mon... Alors, il ne faut pas que je fasse de faute d'orthographe là pour les mots-clés, les mots importants. Depuis que mon frère est parti, identifie ici, donc c'est les 3 premiers, le sous-liste échoue, et donc avec pattern de X, important de X, bah, il trouve effectivement frère qui est un mot important, et il me répond, pouvez-vous me parler de votre frère? Je peux dire, j'avais fait comme test, j'aime parler avec lui, par exemple. Et donc là, il trouve le pattern j'aime et il me répond quelqu'un de votre famille aime cela. Et on peut tester les autres patterns aussi, d'accord. Mais par contre, ça tourne vite en rond. Hein. Si là, je réponds... il me redit, pouvez-vous me parler de votre frère, qui est la même phrase qu'avant, donc je peux m'énerver, et puis il me répond, tant qu'il ne comprend pas ce que je dis, il me répond, continue, d'accord. Et enfin, on peut sortir quand on en a marre. Voilà, et j'avais pas prévu de phrase pour dire au revoir, hein, comme dans l'exemple qui était sur la slide. Donc là, on peut écrire un petit message en plus. Au revoir, j'espère vous avoir aidé, ce que vous voulez. Voilà pour le prédicat Elisa. On va maintenant prendre le problème des tours de Hanoï. Donc c'est un exemple de problème dans lequel on peut aborder la technique de décomposer un problème en sous-problèmes, qui est une technique utilisée en IA. Donc le jeu des tours de Hanoï, il s'agit d'une structure en bois, où il y a un socle en bois et il y a 3 tiges en bois sur lesquelles sont enfilés des disques de diamètre différents. Donc dans le jeu original, je ne sais pas combien de disques il y a, mais nous on va considérer qu'on a n disques sur la première tige, et l'objectif c'est de faire passer ces n disques en reconstituant correctement la pyramide, donc du plus grand au plus petit, sur la 3e tige, en utilisant éventuellement la tige intermédiaire pour stocker des disques. Et la règle à respecter, c'est que on peut bouger un seul disque à la fois, et que sur n'importe quelle des 3 tiges, les disques doivent être toujours du plus grand au plus petit. Il ne peut pas y avoir le plus petit et ensuite un plus grand que lui par-dessus. Voilà. Donc pour résoudre ce problème, la technique à utiliser, c'est de dire, je vais d'abord considérer un premier sous-problème qui consiste à prendre les n-1 plus petits disques qui sont sur la tige de départ et à la mettre sur la tige intermédiaire en me servant de la tige d'arrivée comme tige intermédiaire. Donc c'est un problème qui est similaire à celui-ci, avec le rôle des 2 tiges là qui sont inversées et un nombre d'éléments qui, si là j'ai n disques, est de taille n-1, sachant que
comme ils sont tous plus petits que le grand disque, c'est comme si j'avais directement ici la base de la structure et je peux faire toutes les manipulations que je veux. Une fois qu'on a résolu ce sous-problème 1, on va donc le résoudre récursivement, on peut déplacer le grand disque depuis la tige de départ jusqu'à la tige d'arrivée, et ça en un seul mouvement, donc ça c'est un problème qui est tout de suite résolu, c'est trivial. Et ensuite, on va considérer le sous-problème numéro 3, qui est de prendre les n-1 disques qui sont ici et de les transférer sur la tige d'arrivée. Donc ça, c'est la tige de départ, ça, c'est la tige d'arrivée. Et la tige de départ initiale, eh ben, elle sert de tige intermédiaire. Donc le passage de cette situation à cette situation, c'est le même problème que le problème initial, mais avec une taille n-1. Voilà, donc on va essayer d'écrire un prédicat. Tour de Hanoï là. Donc on va appeler ce prédicat Hanoï. Ce qu'on veut, c'est que les paramètres de ce prédicat, c'est le nombre de disques, la tige de départ, qu'on peut appeler A ou 1, comme vous voulez, la tige intermédiaire, la tige d'arrivée, et il n'y a pas de paramètres résultat, ce sont tous des données. Le résultat, ça va être d'écrire à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour résoudre le problème. Donc on a dit, on a n disques sur la tige de départ, on a notre tige de départ, notre tige intermédiaire et notre tige d'arrivée. Et donc on va écrire un prédicat qui permet de mettre en œuvre la décomposition en sous-problèmes, en disant le premier sous-problème, c'est de déplacer d'ici à ici, donc n-1 disque, de la tige de départ à la tige intermédiaire. Donc on va faire un appel récursif sur n-1, donc je calcule n-1, et ensuite je fais l'appel récursif au prédicat Hanoï avec n-1 disque en disant il faut partir de la tige de départ, il faut arriver à la tige intermédiaire et on se sert de la tige d'arrivée comme tige intermédiaire. Donc là, on inverse le rôle, hein, on dit je veux en déplacer n-1 de ici à ici en se servant de celle-ci comme tige intermédiaire. Donc une fois qu'on arrive là, normalement le programme a résolu le premier sous-problème. Ensuite, on résout le deuxième sous-problème qui est de déplacer le grand disque depuis la tige de départ jusqu'à la tige d'arrivée. Donc on peut le faire avec un appel récursif en disant il y a un disque à déplacer depuis la tige de départ à la tige d'arrivée, et la tige intermédiaire, elle sert à rien ici. Quand on aura fait ça, on fera le sous-problème qui consiste à passer de là à là. Donc c'est à nouveau un appel récursif sur un problème de taille n-1 qui dit les n-1 disques, ils sont sur la tige intermédiaire et je veux les amener sur la tige d'arrivée en utilisant comme tige intermédiaire la tige de départ. Donc voilà la décomposition de ce problème en 3 sous-problèmes. On a un prédicat récursif, donc il nous faut un cas d'arrêt. Le cas d'arrêt, c'est que quand n est égal à 1, on peut tout de suite résoudre le problème, donc on aurait aussi pu le mettre directement ici. Mais pour n égale 1, on a toujours nos 3 tiges, et on dit il faut déplacer de D vers A. Donc là, on écrit à l'utilisateur 2D. On peut écrire quelque chose comme ça, vers A, et puis on passe à la ligne. Et donc on voit ici que notre tige intermédiaire, elle ne sert pas. Non, effectivement, là c'est pareil, elle ne sert pas. On enregistre ce programme et puis on peut le tester.
Donc Hanoï avec par exemple n égale 4. Ben oui, ça suffit pas. Hanoï avec n égale 4 et on appelle les tiges A, B, C. Et il nous dit la suite de manipulation à faire. Donc on prend le petit disque qui est sur A, on le met sur B. Puis on prend le disque qui est sur A, donc le deuxième plus petit, on le met sur C. Puis le petit qui était sur B, on le met sur C, etc. etc. Et donc vous pouvez de cette manière-là vérifier que pour n égale 3 ou n égale 4, ça résout bien le problème. Là, on voit qu'on pourrait mettre un point-virgule. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ici, pour n égale 1, on mette une coupure, parce que le deuxième cas, là, c'est pour n plus grand que 1. Et du coup, je recharge et je reteste, et cette fois-ci, on n'a plus de point de choix. Voilà pour le problème des tours de Hanoï. Donc si on généralise un petit peu cette approche, pour l'instant on a juste écrit un programme récursif qui appelle Hanoï sur deux sous-problèmes. En quoi cette décomposition d'un problème en sous-problème peut être intéressante en IA? C'est pour toutes les tâches de planification, par exemple, qui disent pour fabriquer sur une chaîne de production tel objet, il faut que ça passe d'abord sur tel outil, puis sur tel outil, puis sur tel outil. Comment on va essayer d'optimiser un petit peu la chaîne de production? Ou alors, si vous avez un robot qui doit effectuer une certaine tâche, il faut qu'il fasse ça, et puis ensuite ça, et puis ensuite ça. Et puis pour tel sous-but, il y a telle autre chose qui doit être faite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en IA. Et donc là, j'ai pris un exemple qui, lui, n'a pas de sens, c'est juste formel. Donc on a les règles de décomposition qui disent, par exemple, pour attraper un objet, il faut que la pince du robot soit libre et que l'objet soit accessible. D'accord? Pour que l'objet soit accessible, il faut que il n'y a rien au-dessus. S'il y a quelque chose au-dessus, il faut pouvoir l'enlever. Pour pouvoir l'enlever, il faut pouvoir l'attraper, etc. Voilà, donc on dit, par exemple, là, R1 décompose A en deux sous-problèmes qui sont B et C. R2 permet de décomposer le problème D en trois sous-problèmes, mais il y a une autre manière d'arriver à résoudre ce problème D qui est de le décomposer en deux sous-problèmes qui sont A et K, etc. Puis on a des problèmes terminaux, c'est-à-dire des problèmes qu'on sait tout de suite résoudre, comme on a vu pour Hanoï quand il y a un seul disque. Puis on a un objectif qui est le problème à résoudre, qui est ici le problème D. Donc si on représente par un graphe et où cette décomposition du problème D, on dit le problème D, il y a trois règles qui permettent de le décomposer, R2, R3 et R6. Donc là c'est un OU. Et la règle R2 dit qu'on peut décomposer D en trois sous-problèmes qui sont A, E et F. Et là c'est un E et. Ensuite, le problème A peut se décomposer par R1 en B et C, et les problèmes B et C sont des problèmes terminaux, que j'ai représentés encadrés, parce qu'ils sont directement résolus. Donc si vous regardez ça, en fait, c'est un graphe EU qui correspond à un graphe de résolution prologue, et on peut directement écrire ces règles comme des règles prologues en disant A est démontré si je peux démontrer B et C, et écrire un programme prologue directement pour résoudre ce problème nous permet de trouver en fait un arbre qui est un sous-graphe du graphe complet de résolution qui dit je peux démontrer D à partir de R3 ou résoudre D à partir de R3 en disant qu'il faut résoudre deux sous-problèmes qui sont A et K. A par R1 est résolu par les deux sous-problèmes B et C qui sont terminaux, et K par R7 est résolu grâce aux deux sous-problèmes E et L qui sont terminaux. Voilà, donc là pour écrire des programmes en prologue qui résolvent des problèmes qui se décomposent comme ça en sous-problèmes, on peut le faire directement, on n'a pas besoin d'autre chose comme technique que ce que vous connaissez déjà.
On va maintenant aborder une des deux grandes techniques d'IA sur lesquelles vous allez faire un projet, celle de la résolution de problèmes de satisfaction de contraintes. Donc un problème de satisfaction de contraintes se définit par un ensemble de variables modélisant le problème. Chaque variable a un domaine de définition qui contient l'ensemble des valeurs que la variable peut prendre. Et pour l'ensemble du problème, on définit un ensemble de contraintes qui dit quelles sont les valeurs que peuvent prendre de manière simultanée les différentes variables. Donc en fait, vous avez déjà résolu des problèmes de satisfaction de contraintes en prologue. Le problème de cryptarithmétique qui était 30 plus 5, 20 plus 5 plus 5 égale 30, je crois. Voilà, ça c'est un problème de satisfaction de contrainte puisqu'on a des variables qui étaient des lettres, qui avaient des domaines de définition entre 0 et 9 ou 1 et 9, et puis des contraintes qui étaient exprimées par la relation d'addition. Et le problème du zèbre, c'était également un problème de satisfaction de contrainte puisqu'on avait des maisons avec des couleurs, des professions, etc. Et on avait des contraintes qui étaient les relations de l'énoncé sur qui habite où, avec quel animal et quelle boisson, etc. Donc on va prendre dans ce cours comme l'exemple de problème de satisfaction de contrainte le problème des n-rennes. Donc il s'agit sur un échiquier de taille n fois n de placer n rennes de manière à ce qu'aucune reine ne puisse manger une autre reine. Donc je vous rappelle que les rennes peuvent manger en ligne, horizontale ou verticale, ainsi qu'en diagonale. Donc par exemple, pour n est égal à 4, voici une solution de ce problème. Et puis on a toutes les solutions symétriques. Donc la première chose qu'on doit faire pour représenter un problème de satisfaction de contrainte, c'est de modéliser le problème, donc de dire quelles sont les variables, leur domaine et les contraintes. Donc pour notre problème des n-rennes, la première solution, ça serait de dire, je définis pour chaque case de l'échiquier une variable, et sa valeur, c'est soit vide, soit reine, quand il y a une reine qui est posée sur cette case IJ. Donc ça entraîne une grande combinatoire, parce que si on regarde le nombre de solutions possibles pour ce problème, on va avoir deux valeurs possibles pour chacune des n fois n cases de l'échiquier, donc 2 puissance n carré situations possibles à explorer avant de savoir si on en trouvait une qui respecte les contraintes. Donc une deuxième solution, ça serait de modéliser ça en disant, en fait, je ne vais pas représenter une case de l'échiquier, mais une ligne, en disant que pour chaque ligne de l'échiquier, sa valeur est égale à 0 s'il n'y a pas de reine, ce qui ne devrait pas arriver longtemps, et à J quand sur la ième ligne, il y a une reine que je mets en colonne J. De cette manière, on intègre déjà une partie des contraintes puisqu'on ne peut pas avoir deux reines sur la même ligne. Mais du coup, quand on regarde le nombre de solutions possibles, pour chaque ligne, j'ai n valeurs possibles, n plus 1 avec le 0, donc ça fait du n carré au lieu d'avoir du 2 puissance n carré. Donc on gagne un petit peu. En IA, on est toujours un peu partagé entre une représentation du problème qui n'intègre pas les connaissances mais qui n'est pas très efficace, et une représentation du problème qui intègre une partie des connaissances qu'on a sur ce problème et qui permettra au système d'être plus efficace. Donc on va voir différentes manières pour résoudre les problèmes de satisfaction de contrainte. La première technique, c'est ce qu'on appelle générer et tester. Donc résoudre un problème de satisfaction de contrainte, c'est donc affecter une valeur pour chacune des variables sans violer les contraintes. Donc générer et tester, c'est ce que vous avez fait pour le problème du zèbre, si je me souviens bien. Non, pas tout à fait.
On va voir ce que ça donnerait pour les RN-REN. Donc en fait, c'est construire une solution complète et ensuite, avec cette solution complète, on vérifie que les contraintes sont satisfaites. Donc dans l'exemple des N-REN, ça serait placer une reine sur chaque ligne de l'échiquier et ensuite on vérifie est-ce qu'il y en a des rennes qui se mangent ou pas. Donc, si on regarde ce que ça donne, donc, je vous ai rajouté quelques diapos parce que d'habitude, je dessine au tableau ce que donne la résolution sur ce problème-là des différentes méthodes. Donc, ça revient à dire, bon, pour la première ligne, je mets la reine en colonne 1. Donc, on a 4 reines. Pour la deuxième ligne, je la mets aussi en colonne 1, la troisième ligne en colonne 1 et la quatrième en colonne 1. Et donc là, seulement une fois qu'on a fait tout ça, on regarde si les contraintes sont satisfaites et on voit que ça ne va pas. Alors on dit ok, je reviens en arrière sur le dernier choix. La dernière reine qui est en ligne 4, je vais la mettre en colonne 2. C'est toujours pas bon. Et puis si je la mets en colonne 3 ou 4, c'est toujours pas bon parce que de toute façon, les reines sont toutes sur la même colonne avant. Donc je mets en cause l'affectation de la troisième variable. Donc sur la troisième ligne, je mets la reine en colonne 2. Et puis je réessaye toutes les possibilités pour la colonne 4. Mais c'est toujours pas bon parce que les reines en ligne 1 et 2 sont sur la même colonne, donc elles se mangent. Donc là, la combinatoire est très importante, la résolution sera très longue. Et certains d'entre vous l'avaient fait en fait pour le problème de cryptarithmétique, là, 20 plus 5 plus 5 égale 30, en définissant d'abord tous les appels au prédicat valeur et seulement après testant les contraintes d'opération. Donc on avait vu que c'était beaucoup plus lent que si on testait les contraintes au fur et à mesure. Donc tester les contraintes au fur et à mesure, c'est la deuxième technique pour résoudre un problème de satisfaction de contraintes, qui consiste à dire je construis seulement une solution partielle, je n'affecte pas toutes les valeurs, mais à chaque fois que je donne une valeur à une variable, je regarde si les contraintes restent satisfaites. Donc par exemple, pour le problème des rennes, ça consiste à dire à chaque fois que je place une reine, je vérifie qu'elle n'est pas en prise avec celles qui sont déjà placées. Si c'est le cas, je modifie tout de suite la valeur que j'ai choisie. Donc si on reprend la construction de la solution, ça consiste à dire donc je mets sur la première ligne la reine en colonne 1 et je vérifie tout de suite que pour l'instant il n'y a aucune contrainte violée. C'est le cas. Ensuite, je mets la deuxième reine aussi en colonne 1 et tout de suite, je regarde s'il y a un problème. Là, je vois qu'il y a un problème, elles sont toutes les deux dans la même colonne. Donc, je change et celle de la deuxième ligne, je la mets en colonne 2. Ça ne va pas parce qu'elles sont sur la même diagonale. Donc, je change et je la mets en colonne 3. Là, c'est bon. Je peux passer à la troisième ligne. Je mets la reine en colonne 1. Ça ne va pas parce qu'elle est dans la même colonne que la première. En colonne 2, ça ne va pas parce qu'elle est en diagonale avec la première. En colonne 3, ça ne va pas parce qu'elle est sur la même que la deuxième. Et en colonne 4, ça ne va pas parce qu'elle est, oui, elle est en diagonale avec la deuxième ligne. C'est beaucoup plus facile au tableau avec des dessins. Donc je reviens en arrière sur mon dernier choix là et je mets celle de la deuxième ligne en colonne 4. Là c'est bon. Et donc après je peux mettre celle de la troisième ligne. Je la mets en colonne 1. Là c'est pas bon parce qu'elle est sur la même que la première ligne. Je la mets en colonne 2. Là c'est bon. Et ensuite je terminerai en affectant la quatrième reine. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même nettement plus rapide et qu'on peut dérouler à la main pour n égale 4. Quelque chose qui est encore plus efficace, c'est la méthode du filtrage. Ça consiste à réduire le domaine de chaque variable, enfin de l'ensemble des variables à chaque fois qu'on affecte une variable. Donc dans l'exemple des n-reines, ça veut dire que à chaque fois que je mets une reine, j'élimine du domaine des autres rennes les positions qui sont plus possibles pour être utilisées. Donc on va voir ce que ça donne pour ces 4 rennes. Donc je commence par placer la reine de la première ligne en colonne 1 et tout de suite je filtre. C'est-à-dire je dis ça veut dire que je ne peux plus passer de reine, alors sur la même ligne forcément avec notre modélisation, mais que sur la deuxième ligne je ne peux pas utiliser ces deux cases-là parce qu'elles sont
ce sont des valeurs qui seraient en conflit avec l'affectation que je viens de faire. Ce qui fait qu'en fait, le domaine de la deuxième ligne, de la reine de la deuxième ligne, c'est uniquement les positions 3 et 4. Celle de la troisième ligne, c'est uniquement 2 et 4. Et celle de la quatrième, 2 et 3. Donc je place la deuxième reine. Il était possible de le mettre en position 3 et 4. Je prends la position 3 et je filtre. C'est-à-dire que j'enlève du domaine des variables x3 et x4, qui sont les reines des lignes 3 et 4, les valeurs qui sont éliminées par le fait de placer ça. Et je me rends compte que du coup, il n'y a plus de place pour la reine de la troisième ligne parce que on avait déjà enlevé le 1 de son domaine à cause de la position de la première reine. Et puis là, on enlève le 2, le 3 et le 4. Donc, il n'y a plus de possibilité. Donc, je reviens sur le choix qui a été fait. On va mettre la première reine en... Alors d'abord on revient sur le choix de la reine numéro 2, on la met en position 4 mais on va avoir le même problème. Donc on met la première reine en position 2, on filtre et on va voir que déjà on n'a plus qu'une solution pour la deuxième règle, ce qui va nous résoudre aussi des choses, réduire le domaine de la troisième, et pour la quatrième on n'aura plus qu'une solution. Donc là on voit quand on essaye de le faire sur le problème des 4 reines, qu'on arrive plus rapidement à la solution que lorsqu'on faisait la précédente méthode où on testait après chaque affectation les contraintes. Parce que là, on fait plus que tester, on élimine la combinatoire, enfin on réduit la combinatoire sur les affectations suivantes en fait. Voilà, dernière méthode pour résoudre des problèmes de satisfaction de contraintes, c'est d'utiliser une heuristique sur quelle est la variable qu'on va choisir en premier. Donc par exemple, dans le problème de cryptarithmétique, il était important, si on exprimait les contraintes sur les relations en colonne des nombres, de commencer par choisir les variables qui représentaient les unités des nombres, parce que dès qu'on commence par ces variables, on peut commencer à tester. Si vous voulez résoudre un problème de satisfaction de contrainte qui est l'emploi du temps des UE de licence Onotibus, vous allez commencer par placer les TP de réseau parce qu'ils ont des salles spécifiques et donc vu qu'on n'a que 2 salles, il faut commencer par placer ces enseignements ou alors les cours de droit parce que l'intervenant de droit il est là seulement un jour par semaine. Voilà, donc c'est choisir les variables qui sont les plus contraintes et les affecter en premier. Mais là, dans notre problème des NRN, les variables sont toutes symétriques. Donc vous allez faire un projet là-dessus. Je vous ai dit, le filtrage, c'est plus efficace que l'affectation partielle avec retour arrière. C'est pas toujours le cas parce qu'en fait, le filtrage lui-même a un coût. Et donc, selon les problèmes, il faut comparer en fait la méthode retour arrière et la méthode filtrage pour savoir quelle est la plus pertinente. On va maintenant aborder la dernière partie du cours avec la deuxième technique d'IA que je souhaite que vous maîtrisiez dans cette UE et sur lesquelles vous aurez votre premier projet. Donc on va reprendre le problème du labyrinthe que vous avez fait en TP la dernière fois et on va essayer de généraliser un petit peu l'approche qu'on a suivie pour résoudre ce problème. Donc on considère la question de rechercher une solution dans un graphe d'état, c'est-à-dire pour chaque problème qu'on veut résoudre en appliquant cette technique, on va définir l'état initial, un ou plusieurs états finaux, c'est-à-dire quelque chose qui caractérise l'objectif qu'on veut atteindre, éventuellement des états interdits. Donc là, pour le labyrinthe, l'état initial, c'était d'être dans la salle entrée, l'état final dans la salle sortie, et dans les états interdits, il y avait qu'on veut éviter de passer par la salle du Minotaure. Et puis, on va définir des opérateurs de transition entre états qui disent comment on passe d'un état à un autre. Et pour le problème du labyrinthe, là, c'était le fait d'emprunter des couloirs qui existent entre les différentes salles.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un prédicat qui résout les problèmes de recherche dans un graphe d'état de manière générale à partir du moment où on a défini ces informations-là. Donc ce prédicat, qu'on va appeler recherche, prend comme paramètre l'état courant dans lequel on est. Donc si on prend l'exemple du labyrinthe, c'est la salle dans laquelle on se trouve. L'état final, là on veut aboutir. La liste des états interdits. Et ces trois paramètres sont des données. Et puis on veut construire la liste des opérateurs à appliquer pour arriver à l'état final. Donc on peut représenter ça comme ça. Notre recherche, c'est d'aller de l'état initial à l'état final. À un moment donné, on est dans cet état courant. On connaît la liste des états qu'on a déjà rencontrés depuis l'état initial jusqu'à cet état courant. On va choisir un opérateur à appliquer pour aller dans un état qui est l'état suivant. Donc par exemple, on va choisir un couloir pour aller dans la salle suivante. Et on veut construire la liste des opérateurs qu'il faut appliquer pour aller de l'état suivant à l'état final. Donc notre cas d'arrêt, c'est de dire, quand je suis dans l'état final, j'ai terminé. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà écrit dans votre prédicat chemin sans boucle. En fait, on est juste en train de généraliser un peu le prédicat chemin sans boucle. Donc on dit, si l'état courant est égal à l'état final, par un test d'unification, quelle que soit la valeur des états par lesquels on est déjà passé, la liste des opérateurs à appliquer, c'est la liste vide. Et je mets une coupure pour pas qu'on reparte de l'état final vers d'autres états, comme c'était arrivé à certains d'entre vous pour le problème du labyrinthe. Lorsqu'on n'est pas dans ce cas-là, où l'état courant est égal à l'état final, on veut donc aller de l'état courant à l'état final et on connaît la liste tabou, la liste des états qu'on a déjà parcourus et donc par lesquels on ne veut pas repasser pour éviter de tourner en rond dans le labyrinthe. La liste des opérateurs à appliquer, c'est justement ce que je cherche à construire, donc pour l'instant je ne connais pas sa valeur. Ce que je vais faire, c'est de voir quels sont les opérateurs qu'on peut appliquer pour arriver à un état suivant. Donc, je vais utiliser un prédicat opérateur qui me dit où je peux aller à partir de l'état courant. Donc, si on représente le problème du labyrinthe de la manière dont on représente un problème de recherche dans un graphe d'état en général, il faut définir l'état initial, l'état final, les états interdits et les opérateurs de transition. Donc l'état initial, c'est la salle entrée, l'état final, c'est la salle sortie, l'état interdit, il y en a un seul, c'est Minotaure, et l'opérateur, c'est donc un prédicat qui va prendre trois paramètres, l'état courant, le nom de l'opérateur et l'état suivant. Et donc là, le nom de l'opérateur, en fait, c'est le nom du couloir qui dit je vais de la salle E1 à la salle E2. Et je dis s'il existe un couloir entre E1 et E2, ben voilà, je peux aller de E1 à E2. S'il existe un couloir entre E2 et E1, je peux aller de E1 à E2. Donc ça, c'est la généralisation du prédicat passage que vous avez peut-être écrit qui permet d'emprunter un couloir dans un sens ou dans un autre. Là, on a les relations couloirs que vous avez définies. Donc voilà, je dis, je cherche un opérateur qui, à partir de l'état EC, permet d'aller dans l'état suivant, ES. Avant de pouvoir continuer ma recherche, il faut que je vérifie d'une part que cet état ES, j'y ai pas déjà été, donc il n'est pas dans la liste des états déjà rencontrés. Donc je regarde, comme vous l'aviez fait dans votre prédicat chemin sans boucle, que ES ne fait pas partie de la liste tabou. D'autre part, il faut que je vérifie que cet état ES n'est pas un état interdit, donc qui n'est pas par exemple la salle du Minotaure. Donc je dis note interdit de ES.
s'il n'est pas interdit et s'il n'est pas dans la liste des états déjà rencontrés, alors je vais pouvoir repartir de cet état suivant pour continuer récursivement à trouver un chemin dans ce graphe d'état qui va m'amener à l'état final. Donc appel récursif au prédicat recherche à partir de l'état ES. L'état final, c'est toujours le même. La liste tabou, eh ben, on va lui rajouter l'état suivant dans les états qu'on a déjà rencontrés. Donc je rajoute ici à mon paramètre qui est donné un élément. C'est pas dans l'ordre, mais on s'en moque, qu'on s'en sert juste pour tester est-ce qu'il appartient ou pas. Et de cet appel récursif recherche de ES, EF et cette liste d'états, je devrais donc récupérer une liste d'opérateurs qui est le résultat que je cherche, qui est la liste des opérateurs à appliquer pour aller de l'état suivant à l'état final. Et la liste des opérateurs à appliquer pour aller de EC jusqu'à EF, c'est l'opérateur OP là qui nous permet d'aller de EC à ES, puis la liste des opérateurs là qui nous permet d'aller de ES à EF. Donc c'est la liste OP suivie de liste d'opérateurs. Donc là c'est vraiment une généralisation du prédicat chemin sans boucle. La seule chose que vous n'aviez pas dans ce chemin sans boucle, c'est cette notion d'état interdit. Alors, on va regarder maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ce prédicat de recherche au problème du labyrinthe. Donc, dans le problème du labyrinthe, on lançait la recherche avec l'entrée, on disait on veut aller dans la sortie. Donc là, on va définir un prédicat résoudre qui nous donne une solution à notre problème, qui est la liste des opérateurs à appliquer, en disant on récupère l'état initial pour le problème, on récupère l'état final pour le problème et on lance la recherche en disant je pars de l'état initial, je veux aller dans l'état final et pour l'instant dans ma liste tabou j'ai l'état initial. Et ce que je veux récupérer, c'est justement ce que je cherche, la solution, qui est la liste des opérateurs à appliquer. Donc on enregistre et on va essayer de tester notre prédicat de recherche. Donc j'ai une erreur de syntaxe, ligne 70. Là, c'est qu'il me manque une parenthèse fermante ici. Voilà, et je lance résoudre. Et il me dit, voilà, première solution, il faut faire entrée thésée, puis thésée somme, puis somme sortie. Deuxième solution, et on avait bien 4 solutions à notre problème du labyrinthe. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir écrit ce prédicat alors que le prédicat chemin sans boucle marchait très bien. Bon, on a rajouté interdit, mais l'intérêt surtout, c'est que ces prédicats recherche et résoudre, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel problème de recherche dans un graphe d'état, pour peu que vous le modélisiez de la manière suivante, donc état initial, état final, interdit et opérateur. Donc ça, vous allez le faire dans votre projet. On va le faire là ensemble sur un autre problème. Donc ce qui est important pour votre projet, c'est que vous compreniez bien qu'il ne faut pas toucher au prédicat recherche ni au prédicat résoudre. Lui, il est complètement indépendant du problème. Il faudra juste définir cette modélisation du problème. Donc voilà, le problème sur lequel on va travailler, c'est le problème des flèches. Donc c'est un jeu où il faut partir de cette configuration-là
Et il faut arriver à cette configuration-là. Et la règle du jeu, c'est qu'on peut retourner deux flèches adjacentes. Et c'est la seule opération qu'on peut faire. Donc on modélise l'état initial par une liste de 6 valeurs qui sont B quand la flèche est vers le bas et O quand la flèche est vers le haut. Et on dit voilà, je veux passer de ça à ça. Et donc retourner deux flèches adjacentes, ça consiste à dire dans les 6 valeurs, je peux transformer un HH en BB ou un HB en BH ou un BH en HB ou un BB en HH. Voilà, donc pour le problème des flèches, on va définir l'état initial, l'état final. Là, on n'a pas d'état interdit pour ce problème et les opérateurs. Donc je mets en commentaire ces prédicats-là pour le problème du labyrinthe parce que pour votre programme Prolog, vous pouvez avoir un seul problème qui est modélisé par état initial, état final à la fois, sinon il va mélanger les deux problèmes et du coup là ça va pas bien se passer. Donc là il faut bien respecter la syntaxe qui est attendue par le prédicat recherche et résoudre pour modéliser le problème. Donc état initial, c'est un prédicat qui prend un paramètre qui est l'état qui représente la situation initiale dans le problème. Donc là, on a dit on va modéliser par une liste de 6 valeurs qui sont B, H, H, B, B, H. Donc B, H, H, B, B, H. Ça, c'est notre état initial. L'état final est représenté par une liste qui est B, 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 H, H, H. Voilà, on a dit il n'y a pas d'état interdit parce que là on est dans une situation où il n'y a pas de choses interdites. Mais par contre, il faut qu'on définisse les opérateurs. Donc a priori, il y a 4 opérateurs qu'on peut appliquer qui sont les 4 règles là, de R1 à R4. Et donc appliquer l'opérateur R1 qui est 2H se transforme en 2B, c'est chercher dans la séquence qui représente la situation 2 fois le H et le remplacer par 2 fois le B. Donc pour ça, j'ai défini un prédicat remplace qui étant donné une liste L1 et une liste SL1, remplace dans L1 la liste SL1 qui est une sous-liste de L1 par la liste SL2. Tous les 3 premiers paramètres sont donnés et ça construit la liste L2. Donc je fais ça avec des appends, donc d'habitude je fais un petit dessin au tableau pour vous montrer comment ça se passe. Donc je découpe la liste L1 en 3 listes qui sont L3, SL1, L4 et ensuite je reconstruis. Donc ça c'est le début, la fin et la liste que je veux remplacer par SL2. Donc je dis on prend le début SL2 et ensuite on rajoute la fin et ça nous donne la liste L2. Donc là je vais dire que dans l'état, donc je vous rappelle que le prédicat opérateur il prend 3 paramètres, hein, l'état, le nom de l'opérateur et l'état suivant. Donc si dans l'opérateur E1 je veux appliquer la règle R1, donc faites bien attention à donner des noms d'opérateurs qui ne commencent pas par une majuscule, là c'est juste pour identifier l'opérateur, hein. Et à partir de E1 je veux construire E2, donc je vais utiliser le prédicat remplace en disant il faut remplacer la chaîne HH dans la liste qui est l'état E1 par la chaîne BB et ça va nous donner l'état E2. Et on va définir les 3 autres règles de manière similaire en disant la règle R2 c'est remplacer HB par BH, la règle R3 c'est remplacer BH par HB et la règle R4 c'est remplacer BB par HH.
Voilà. Donc on va essayer, maintenant qu'on a défini état initial, état final et opérateur, d'utiliser le prédicat résoudre. Donc il faut qu'on dise que interdit, c'est un prédicat qui peut ne pas être défini. Et donc ça, je vous avais montré qu'il faut utiliser dynamique pour dire que le prédicat interdit qui est d'arrêter 1 peut ne pas être défini dans le fichier. Dans ce cas-là, on ne fait pas une erreur, on fait juste un échec. Si on ne trouve pas interdit, ben, le note va réussir et tout va bien se passer. On n'a pas besoin de mettre en commentaire quelque chose dans notre prédicat de recherche. C'est pas nécessaire, on ne touche pas au prédicat recherche. Donc on rappelle notre prédicat résoudre, mais cette fois-ci on ne va pas avoir les données sur le labyrinthe, vu qu'on a changé état initial et final. Maintenant on traite du problème des flèches. Donc il nous donne une suite. Alors quand vous avez une liste qui s'affiche avec des 3 petits points, c'est juste qu'il considère qu'elle est un peu trop longue pour l'écrire, mais vous pouvez faire un write après. Voilà. Il nous donne une suite d'opérations à appliquer sur notre état pour arriver à l'état final. Bon, mais le problème c'est qu'on ne sait pas à quel endroit s'applique notre opérateur à chaque fois. Donc on peut rendre le prédicat recherche un petit peu plus bavard. Donc là, vous pourrez mettre en commentaire selon les problèmes quand ça ne vous intéresse pas. On va lui demander de nous afficher l'état courant. Ça vous permettra aussi de comprendre ce qui se passe. D'afficher un espace, l'opérateur qu'on applique, une fois qu'on sait qu'on va vraiment l'appliquer, un autre espace, et puis l'état suivant. Puis on va passer à la ligne. Donc voilà, là on a un exemple, on voit qu'on a l'état initial ici, on applique la règle R1, donc le HH qui est là en deuxième et troisième position devient BB, puis on applique la règle R3 qui transforme BH qui est là en HB, puis on de nouveau R3 qui prend ce BH qui est là, donc il fait remonter le H, et puis bon, c'est pas forcément la première solution qu'on trouve, c'est pas forcément la plus courte, hein, mais on arrive à la solution BBB-HHH. Alors, vous pouvez vous retrouver dans une situation où l'état qui est ici n'est pas celui qui est affiché ici. Parce que si à un moment on se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'opérateur applicable, par exemple si vous êtes dans un labyrinthe et vous n'avez plus de chemin où aller parce que vous êtes déjà passé dans toutes les salles, on va revenir en arrière, d'accord? Et donc on va essayer d'appliquer une autre transformation. Donc vous pouvez avoir plus de lignes affichées que de règles appliquées vraiment dans la solution à la fin. Et puis avoir un état suivant qui n'est pas repris à l'étape d'après parce qu'on a fait un backtrack. Donc après, si on demande d'autres solutions, on va peut-être obtenir des choses plus longues, peut-être des plus courtes, ça dépend. Mais à chaque fois, il vous affiche, vous voyez là, vous avez seulement 4 lignes affichées alors que la solution elle est très longue. C'est parce qu'il repart, il a backtracké et il repart d'un état intermédiaire pour trouver une autre variante à la fin du chemin qu'il cherche. Voilà, donc je vous laisserai, je vais mettre le code là qu'on a écrit ensemble aujourd'hui, le fichier ia.pl en ligne sur la page web de l'UE en même temps que la vidéo, et comme ça vous pourrez avoir le code et faire les projets, et en particulier le premier projet qui va utiliser ces prédicats recherche et résoudre pour résoudre des nouveaux problèmes de recherche dans un graphe d'état.